Un étudiant s'est proposé d'aller appeler la police. Oh, l'innocent. Eh, fils, ne gaspille pas le cuir précieux de tes semelles. C'était la police. Oh, les années 60. On s'est demandé pourquoi je n'arrivais plus à écrire. Ne leur avait-on pas dit qu'une guerre civile était en train de se dérouler dans ce pays? Malcolm, Martin, tous les deux étaient mes amis. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, Alain, mais il est très difficile de travailler entre deux assassinats. À chaque fois que j'esquissais un pas près de ma machine, je pouvais entendre le bruit d'un coup de feu. À une certaine époque, à Paris, je pensais qu'écrire une superbe phrase était suffisant. Une phrase qui ressemblerait à une partition musicale. Et je l'ai écrite. Et ils ont applaudi. Et j'ai salué, j'ai même fait les rappels. À réaliser que je n'étais pas qu'un garçon doué. Puis ces superbes phrases aux cadences parfaites étaient nées de souffrances. Les souffrances d'autres personnes. Les souffrances de ma mère, qui fut obligée de porter l'eau à la grande maison toute sa vie. Les souffrances de mon père, qui fut obligé de nourrir 9 enfants avec seulement 30 $ par semaine. De sa mère à lui qui était esclave et qui dut porter les enfants que le maître lui avait faits. La musique issue de toute cette souffrance, de toutes ces conditions, est d'abord née d'un cri. Elle s'est ensuite introduite dans le chant d'église. Personne ne sait, chagrin que j'ai eu, personne ne sait sauf Jésus. Elle s'est ensuite glissée dans le blues, qui rencontre des soucis quotidiens de la chambre à coucher jusqu'au bordel. Je suis réveillé ce matin avec un gros chagrin. Mon amour m'a quitté et me voilà dans le pétrin. Y a personne dans ma chambre et dans mon lit personne. Elle a ensuite donné le jazz et le rhythm and blues. Même les choses qu'écoutent mes neveux aujourd'hui. Cette musique a fait le tour du monde, mais elle n'a jamais oublié la mère de mon père. Elle n'a jamais oublié de rendre hommage à ses souffrances. Et ce, à travers un petit détail, une note. Un solo très discret, très ingénieux. C'est la note que Ray Charles frappe dans les aigus dans Georgia on My Mind. Georgia, Georgia, c'est elle. La mère de mon père. C'est son silence d'alors, tandis qu'elle essayait de regarder le maître, droit dans les yeux. J'avais l'habitude de dire aux gosses, vous ne voulez pas écouter Miles Davis reprendre les vieux succès de Louis Armstrong. Mais quand Miles joue dans sa trompette, quoi qu'il joue, c'est de l'actualité. Il vous parle. Vous feriez mieux d'écouter. L'époque avait changé et j'ai changé. Monsieur Baldwin, pourquoi avez-vous écrit La prochaine fois le feu, votre best-seller? Et pour qui? J'ai écrit La prochaine fois le feu pour tous les opprimés, tous les autres, pour les dépossédés. Les orphelins de partout, les veuves, tous ceux qui ne peuvent s'exprimer pour eux-mêmes. La foule derrière Martin, les misérables de partout. Avec La prochaine fois le feu, je voulais dire que si nous apprenions à vivre ensemble, si nous apprenions à nous aimer les uns les autres, alors
alors on avait peut-être une chance de sauver ce pays et de sauver le monde. Après la mort de Martin, il ne m'était plus possible d'y croire. Je pouvais seulement dire, je serai un témoin. Oui, je verrai ce qui vous arrive à vous, mes frères, mes nièces et mes neveux. Et j'écrirai tout, noir sur blanc. Je vous donnerai mes mots. Mes mots. Des phrases lourdes, des phrases laides, des phrases discordantes, des phrases qui cassent les règles, qui brisent les os et donnent des yeux au beurre noir, comme un tout honnête. C'est ma mission. Mais le monde se sent pas du tout concerné par toi et ta mission, toi et ta moralité douteuse. Tout ce qu'ils veulent de toi, c'est la même rengaine. Dans le temps, on te tirait dans les talons en te disant « Danse, négro !» Aujourd'hui, on te dit « Monsieur Baldwin, vous sentez-vous coupable d'avoir abandonné la lutte? La mort de Martin Luther King vous a-t-elle personnellement affecté? Pensez-vous être le prochain à être assassiné? » Jimmy m'a dit, Martin dans mon rêve, tu dois apprendre à lire à ces fils de pute. La question qu'il devrait plutôt me poser, c'est celle qu'Alain m'a posée l'autre jour. Non pas avec sa voix, mais avec ses yeux et ses mains maladeuses. Et qu'y a-t-il derrière tout ceci, Jimmy? Si je te déshabillais entièrement, que trouverais-je? We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means. Sortez de là, messieurs du FBI, et venez me chercher! Dieu! Oh, j'avais jamais eu peur de la Chine, de la Russie, de Cuba! Dieu sait si j'ai été effrayé par mon pays! Bernard! Bernard, réponds. Oui, Bernard. Oui. Dis-moi, j'ai... Bernard, apporte-moi une autre bouteille, tu veux? J'ai dit que je voulais une autre bouteille. Il est quoi? Je sais l'heure qu'il est, Bernard. Il est quelle heure? 4 heures du matin. Non, en fait, je voulais te dire ceci, Bernard. Ne réponds pas au téléphone. Oui, je t'appelle pour te dire de ne pas répondre au téléphone. Je t'ai réveillé. Eh bien, je te réveille pour te dire de ne pas laisser le téléphone te réveiller, ok? Non, non, Bernard. Alain essaye de rentrer en contact avec moi, je le sens. Je ne me trompe jamais pour ce genre de choses. Mais je commence à penser que toute cette maison est branchée sur table d'écoute. Ouais, du sol au plafond. Et pourquoi pas, je les connais bien, moi, ces tordus. Comment ça n'est pas arrivé depuis longtemps? Eh, oh, 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 oh! Les choses ne changent pas comme ça! Je suis toujours Jimmy Baldwin! Non, Bernard, si Alain téléphone, tu lui dis calmement de raccrocher et de venir d'où qu'il soit aussi vite qu'il pourra. Hein, j'ai besoin de lui.
Oui, je t'ai dit de ne pas répondre au téléphone. Parce que comme je te dis, tout... Ah merde. Attends, non, voilà ce que tu vas faire. Réponds au téléphone, mais ne dis pas un mot. D'accord? Contente-toi d'écouter ce qu'elle aura à te dire, et ensuite tu raccroches. Tu as une meilleure suggestion? Qu'on aille se coucher. Bon, tu arrêtes de jouer le malin avec moi, ok? Je connais bien tous ces tordus. J'ai déjà vécu toute cette merde. Je sais ce qu'ils sont capables de faire pour nous briser. Je ne suis pas l'élu pour rien. Il n'y a qu'un moyen de traverser toute cette merde. Un unique moyen pour tenir le coup lorsque la lumière est éteinte. Ce moyen, c'est aimer. Aimer quelqu'un. L'amour est une force qui peut tout changer si tu la laisses faire. Si tu ne la crains pas, elle peut tout changer. Les objets s'entrechoquent dans la nuit dès que ce voyou est à la maison. Ah, j'ai besoin de quelque chose de plus fort. La preuve incontestable de mon génie. Comme disaient les anciens, l'homme qui meurt de faim n'est pas très regardant sur le menu. Oh. Un homme, deux hommes, des tas d'étrangers chez moi, des tas d'étrangers qui s'appellent Jimmy Baldwin, des tas de petits acteurs qui jouent à être moi. Oh, regardez celui-là. Voici le prophète. Plus vieux que Moïse et 2 fois plus sage. Abattant la colère du futur sur la couronne pouilleuse de l'Amérique. Et Dieu donna à Noé le signe de l'arc-en-ciel. L'eau ne tombera plus, non plus jamais. La prochaine fois, le feu. Combien cela réjouissait leur maigre conscience blanche de voir un gosse noir endurci du haut du podium, leur offrant le pardon de leurs péchés. Le prix n'était pas très élevé. Il leur suffisait d'acheter un de mes livres. Oh, et puis lui. Alors celui-là, il disait, je suis sérieux. Si vous, les Blancs, ne balayez pas la merde que vous avez devant votre porte, alors le toit s'écroulera sur le pays tout entier. Car les Noirs n'en supporteront pas davantage. Ils n'en peuvent déjà plus. Vous pouvez vous amuser à tirer le chien à droite, à gauche, à lui retirer l'os de la gueule. Mais viendra le jour où le chien, ce même chien, ce chien le mieux entraîné du monde, le plus fidèle, aimant les enfants, se retournera contre vous et vous mordra. Les Noirs ont atteint cette limite depuis déjà très longtemps. Cela les effrayait. Car ils réalisaient tout à coup qu'ils ne savaient rien de ce qui se passait, de ce qui se disait dans les rues, où ils n'osaient déjà plus marcher depuis bien longtemps. Dans ces quartiers où ils vivaient, mais où ils ne voulaient pas se faire tuer. Mais c'est effrayant, car tu ne sais pas ce qui est en train de penser de toi, la femme de ménage, ou le portier si sympathique, ou le chauffeur qui a toujours un mot gentil à propos du temps. Comment vont les enfants?
Tout ce qu'il pourra penser et dire pour te faire croire que tout va bien. Ou le boy qui distribue les colis et que tu appelles boy alors que la voisine les 60 ans. Ouais, tu viens de réaliser que tu ne sais rien de ce qu'il pense. Ce que tu sais, en revanche, et ça tu viens de le réaliser dans les 5 dernières minutes, c'est que quoi qu'il pense, mon pote, ce sont forcément de mauvaises nouvelles pour toi. Ah oui, je pouvais leur retirer les fêtes de ma rhétorique. Mais ma langue devenait tellement chaude qu'on pouvait en sentir la chaleur jusqu'au fin fond du Mississippi. Oh, et puis j'en avais aussi un autre, que je pouvais enchaîner immédiatement après celui-là. Une fois que j'avais balayé le sol de mon public, je le ramassais et le dépoussiérais. Ah. Oh, Baldwin, quel type si sympathique, si sage, si poli. Quand on pense à tout ce qu'il a traversé. Le cœur et l'âme de la soirée, c'était moi. Riant toute la nuit, dansant toute la nuit. Ah. Parlant toute la nuit, sans jamais trébucher sur un mot, sans aucune hésitation. Riant. Ah, vous êtes tous mes enfants. Blancs, beige ou noirs. Never be afraid, lover boy. Never die. Ouais. Et celui-là. Ah, les femmes l'adoraient, lui. L'enfant perdu, errant hors du ghetto à la recherche de sa mère. Toujours en quête à Paris, à New York, Istanbul. Ah, j'avais une maman dans chaque port. Après tout, t'as besoin de quelqu'un qui cuisine pour toi. Quand tu prêches sur la montagne du matin au soir. Et il y a eu un tas de Marthe et de Marie, ravis d'écouter mes malheurs et de m'apaiser l'esprit. Tous ces étrangers, oui tous, et il y en a eu beaucoup d'autres, ont été chassés de cette maison, des câlins, cet escroc, a franchi la porte de la chambre à coucher et a forcé mes défenses. Depuis la mort de Martin, quelque chose s'est brisé en moi. Une seule balle et tellement de victimes. Le téléphone ne sonnera plus. Ce n'était pas un mauvais numéro tout à l'heure, ni un micro. J'aurais presque souhaité que ça soit ça. Mais... Juste de la manière particulière d'Alain de me laisser tomber. Gentiment. Est-ce qu'il est trop tard pour appeler mon frère à New York? Non. Je dois me mettre au travail. Grâce à ce livre sur Martin, je vois clairement ma route. L'aube de ma vie d'écrivain. À nous deux, Martin. Il y avait beaucoup de respect entre nous, Martin. Mais... Selma, Alabama, 1963. Le bureau d'enregistrement de vote. Max, mon secrétaire de l'époque, et moi étions descendus de New York afin d'aider les Noirs à pénétrer dans les palais de justice, afin qu'ils puissent apposer leur nom sur les registres et avoir ainsi le droit de vote. Ça peut paraître simple à première vue, à part que ce jour-là, dans les rues de l'Alabama, tous les policiers faisaient leur possible pour empêcher les Noirs de rentrer dans le palais de justice. Oh, ils ne faisaient presque rien. Ils se contentaient de mettre en rang les centaines de gens qui étaient là et leur demandaient d'attendre patiemment leur tour. C'est tout.
les garder ainsi des heures, sans eau et sans nourriture. Et si tu quittais la ville, pour aller aux toilettes par exemple, tu devais obligatoirement te remettre à la queue. Ils faisaient entrer 15 voire 20 personnes par jour. Ils perdaient un temps fou derrière leur bureau à leur faire remplir des formulaires, à leur poser des questions stupides. Il suffisait qu'il te manque un papier, ou que tu n'aies pas la compréhension d'une de leurs questions. Et il y avait là des personnes âgées qui avaient vécu à la campagne toute leur vie. Et te renvoyaient chez toi à la recherche du papier en question. Ou te disaient de revenir un autre jour, quand tu saurais répondre. Et bien sûr, quand tu revenais, tu retournais à la queue. Deux vieilles dames, sous un soleil de midi, sans eau, sans ombre. Max et moi sommes allés acheter des sandwichs et des boissons rafraîchissantes. Mais le policier qui était là, il avait un gros chien qu'il tenait en laisse. Il a dit: je ne laisserai ces gens se faire molester d'aucune manière. Comme s'il était là pour les protéger de nous. C'était un chien féroce qu'il avait avec lui, mais si tu veux mon avis, c'est pas lui qu'on aurait dû mettre en laisse. Ce fut un jour long et difficile, l'un des plus longs de ma vie. J'ai alors appris que tu étais en ville ce jour-là, Martin. Il était prévu que tu fasses un discours le lendemain dans le même bureau de vote. On avait besoin de moi à New York, mais je voulais absolument te rencontrer. Alors Max et moi sommes allés à l'hôtel où tu résidais, dans le quartier noir de la ville, noir comme nous. Et alors que nous entrions dans l'hôtel, nous sommes tombés nez à nez avec un groupe de tes amis. Jesse Jackson était là, Raph Abernathy. Alors nous avons discuté, malgré la fatigue, des événements de la journée. Et c'est Raph Abernathy, je crois, qui a dit: vous autres êtes venus voir Martin. J'ai répondu un truc comme oui. Mais avant, nous voudrions aller au bar parce que nous avons besoin de décompresser un peu. Un quart d'heure après, nous sommes retournés à la réception et nous avons demandé la chambre de Martin Luther King. Le jeune homme qui était à la réception m'a dit: vous ne seriez pas James Baldwin? Avec des manières du Sud très très convenables. Alors après les poignées de main et les signatures habituelles, il m'a dit: vous pouvez monter directement, monsieur Baldwin. La chambre du révérend King est au 3e étage. Alors je suis monté, me sentant un peu plus léger. Et j'ai atteint la porte de ta chambre. Et je m'apprêtais à frapper lorsque j'ai entendu: nous pouvons l'autoriser. C'est aussi simple que ça. Et notre voix a dit: Baldwin, un mouvement pour les homosexuels, il peut sans doute le diriger, mais pas un mouvement pour les droits civiques. Et c'est alors que j'ai entendu ce surnom pour la toute première fois, et de mes propres oreilles: Baldwin Martin Luther Queen. Ouais, le rire qui accompagnait ce surnom, lui, je l'avais maintes fois entendu. Le genre de rire qui m'a accompagné toute ma vie et m'a toujours pas lâché. Je suis resté pétrifié sur place. Et puis j'ai frappé, et puis je suis rentré. Et vous vous êtes montré poli et amical comme toujours. Toi le premier, Martin. Je ne suis pas resté plus de 20 minutes. Je ne me rappelais plus de cette histoire. Peu de temps après, il y a eu ton célèbre discours, tu sais, à la marche sur Washington. I have a dream. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still
still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Il était prévu que je parle moi aussi à cette manifestation, Martin. Rappelle-toi, vous pensiez que je séduirais les étudiants. Et puis pour une raison ou pour une autre, cela ne s'est pas fait. Vous avez changé d'avis. À la place, vous m'avez envoyé débattre à une émission télévisée, en compagnie de stars de cinéma. C'est Malcolm qui a dit... Rappelle-toi, Malcolm considérait toute cette opération comme une vaste manipulation. Il a dit qu'il ne pouvait se permettre de laisser Baldwin monter sur l'estrade, car il savait très bien qu'il ne respecterait pas le scénario prévu. Il y avait beaucoup de respect entre nous, Martin. Peut-être ne sommes-nous pas arrivés à nous connaître l'un l'autre, voilà tout. Nous n'avions tout simplement pas le temps. On avait tellement à faire. Tu as fait le sacrifice de ta vie. Et nous avions besoin de ton martyr. Allez, je finirai ce livre. Yes, that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Martin Luther King était un leader bien plus extraordinaire qu'on le croit. Quand il n'eut plus rien à nous offrir, il nous a fait don de sa mort. Cette mort à laquelle nous nous sommes accrochés, la revendiquant aujourd'hui encore comme un héritage. Yeah. Ouais, j'ai trouvé les mots que je cherchais. Take my hand, lead me on, let me stand. C'est une nuit longue, longue et difficile. Mais je crois que j'en suis sorti. L'aube de ma vie d'écrivain. Take my